Bonjour, merci beaucoup. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite parce qu'il y a peu d'études. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant en soi, comment est-ce qu'une molécule aussi extraordinaire a pu donner lieu à aussi peu d'études? C'est pas inintéressant. Alors, pour commencer, quelques études préliminaires qui sont avec peu de sujets. La première a été faite par... Alors, les Italiens ont toujours été très intéressés par le baclofène. Addolorato a commencé à faire des études à la fin des années 90. Probablement, alors, il faisait déjà des études chez l'animal. Il y avait un laboratoire qui travaillait sur les GABA-B, donc la cible du baclofène. Ils avaient trouvé que chez l'animal, il se passait des choses. Et puis, ils avaient le GHB, l'acide gamma-hydroxybutyrique, qui, dès les années 80, des Italiens avaient démontré que le GHB avait des effets potentiels intéressants dans le traitement de l'alcoolisme. Et une des cibles du GHB était le récepteur GABA-B. Et donc, les Italiens ont été les premiers, pour ces raisons-là, à mon avis, à s'intéresser au baclofène. Alors, les premières études ont été faites avec des doses faibles, c'est-à-dire 30 mg, c'est-à-dire 3 comprimés à 10 mg. On sait aujourd'hui que c'est très très insuffisant, mais ils avaient trouvé un effet positif. La première étude d'Addolorato, qui incluait 10 patients, avait trouvé 7 patients améliorés sur 10, et même abstinence, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Une autre étude faite par les Américains, qui a été publiée en 2004, pas une très bonne étude, ils disent que le résultat est positif, mais il y avait 12 patients inclus, et il y en a 8 qui sont sortis en cours d'étude, donc sur 4 patients, on peut pas dire que ce soit une étude très éblouissante. Alors ensuite, ont été faites des études en double aveugle. Donc l'idée, c'était vraiment que le baclofène était une molécule très intéressante, qu'il fallait faire des vrais essais, c'est-à-dire dans les règles de l'art, randomisés en double aveugle contre placebo. L'ennui, c'est qu'ils sont maintenus à une dose de 30 mg par jour, ce qui est quand même vraiment insuffisant, ce qui n'empêche pas que les Italiens, donc 3 études d'Addolorato qui ont été faites, la première publiée en 2002, ensuite en 2007 et en 2011, ont montré un effet très significatif du baclofène. La première étude sur 29 patients, dont 39 patients, dont 20 sous baclofène et 19 sous placebo, sur une durée d'1 mois, avec 70% de réussite pour le baclofène et 21 réussite, c'est-à-dire de succès, c'est-à-dire d'abstinence. Pour le baclofène et 21% pour le placebo, ce qui est donc très significatif. Ensuite, une étude en 2007 qui avait été faite chez des patients cirrhotiques, 84 patients cirrhotiques, 42 placebo et baclofène, sur 12 semaines, avec là aussi un résultat très positif qui avait été publié dans une revue très prestigieuse, de Lancet. Donc c'était une étude qui était censée quand même montrer que le baclofène est extrêmement intéressant, et même à 30 mg, ce qui est pas beaucoup. Ensuite, une troisième étude de l'équipe italienne, avec une comparaison à 30 et 60 mg de baclofène, et qui montrait que 60 mg est plus efficace que 30 mg. Cela dit, dans cette étude, le placebo avait eu aussi un effet très significatif, ce qui fait que l'étude est un petit peu limitée dans son intérêt, et qu'elle a été critiquée parce que les analyses statistiques avaient été faites post-hoc. Ça a été très critiqué, en particulier par cette revue Prescrire dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ont considéré que les résultats étaient négatifs. Et puis une étude faite par l'équipe de Garbut américaine, qui a utilisé aussi 30 mg sur 12 semaines chez 80 patients, avec des résultats négatifs. Alors, pour moi, c'est peut-être pas très étonnant qu'à 30 mg, il y ait des résultats négatifs. Il faut dire aussi que Garbut travaille et est conseillé dans un laboratoire concurrent qui développe un médicament concurrent du baclofène, donc c'est pas très étonnant non plus. Enfin bon. Donc ces études à 30 mg sont positives, au moins pour 2 d'entre elles, de façon très significative, même si c'est un petit peu étonnant que 30 mg marche si bien. Alors ensuite, il y a eu les cas cliniques, dont le cas d'Olivier Amezen a évidemment le plus marqué la communauté scientifique internationale, et même tout le monde. On ne verra pas sur ce cas clinique. On sait que Olivier a été monté jusqu'à 270 mg et que ça a été, en fait, la publication Princeps, qui a été publiée en ligne en 2004 et dans un journal en 2005, et où il a introduit ce concept d'indifférence tout à fait extraordinaire, qui est révolutionnaire dans l'histoire de la dictologie,
qui aurait dû peut-être mobiliser un peu plus, mais Olivier décrit très, très bien ça dans son livre, hein, les réticences qu'il a trouvées auprès de la communauté scientifique addictologique mondiale, très peu d'intérêt, alors que c'est un concept révolutionnaire et qui aurait dû donner très rapidement lieu à beaucoup plus d'études, ce qui n'a pas été le cas. Un cas clinique de Bucknam, quelques années plus tard, hein, où un businessman très successful qui buvait depuis 20 ans, de 59 ans, là, qui a été guéri par 140 mg de baclofen. Donc on est bien au-delà des doses des Italiens, hein, qui étaient à 30 mg. Et c'est devenu très très évident, hein, qu'il fallait monter beaucoup plus haut que 30 mg, et même que la MM, hein, 65 mg à 120 mg. 75 mg, hein, pour avoir un effet thérapeutique. Agabio a publié un cas d'un patient schizophrène qui d'ailleurs avait été guéri à 30 mg et qui a vu la publication d'Amezen et qui a dit non, moi j'en veux beaucoup plus. Il se trouvait que ça faisait plus chic quand même de monter les doses. Il se trouvait que 30 mg c'était pas très viril. Donc il est monté à 75, mais on a limité à 75 là. Mais il était guéri quand même. Toutes ces études ont un recul d'au moins 1 an ou 9 mois pour les études de Pastor. Pastor, donc 4 cas cliniques très bien décrits dans une publication très remarquable, hein, avec des doses nécessaires allant de 75 à 125 mg. Alors ensuite, après, donc relativement peu d'études, hein, des études à 30 mg en double aveugle, plus d'études à double aveugle ensuite, et des études auxquelles se sont attelés des gens comme Pascal Gache, qui je ne sais pas s'il est ici, il doit être là normalement, moi-même, et Rigal, enfin bon, et puis une équipe australienne aussi. Hein. Alors, la première étude, celle de Gache, sur 1 an, hein, trouve 48% de résultats positifs, hein, 26 patients guéris sur 54, monté jusqu'à 3 mg kilo, donc pour une personne de 70 kg, ça fait 210 mg, pour quelqu'un de plus lourd, ça fait plus. L'étude de Dor, donc ces Australiens qui ont donné des doses de 30 à 275 mg chez 13 patients, suivis de 4 à 27 mois. Les résultats sont pas très clairs dans le sens où 8 patients sur 13 sont guéris, ce qui fait quand même 62%, mais les auteurs refusent de dire que leur étude montre un résultat significatif, parce que tous les patients avaient d'autres psychotropes et on ne pouvait pas éliminer un effet des autres psychotropes. On verra rapidement la question des autres psychotropes tout à l'heure. En fait, c'était un effet du baclofen, c'est pas un effet des autres médicaments qui les avaient, ça paraît absolument évident. L'étude de Rigal, donc sur 132 patients. Alors, les chiffres entre parenthèses, c'est les patients inclus, mais les analyses ont été faites sur un nombre plus restreint de patients, parce que beaucoup ont été rapidement perdus de vue et que donc les 181 patients qui sont entrés dans l'étude, en fait, c'est une rétrospective, hein, 132 ont pu être analysés sur 12 mois avec un effet positif dans 80% des cas, hein, c'est-à-dire c'est la méthode d'analyse des résultats selon les critères de l'OMS, mais il paraît que on peut pas dire que c'est pas si c'est vrai véritablement l'OMS. En tout cas, les 3 catégories, un patient à haut risque, à moyen risque et à faible risque, un faible risque étant moins de 4 verres pour l'homme et 2 verres pour la femme. Alors très bien. Et l'étude de Borper, donc je ne vous présente pas, si 62% de bons résultats à 24 mois, à 2 ans. Très bien. Juste pour dire que les traitements psychiatriques concomitants étaient très très fréquents et les pathologies mentales concomitantes très très fréquentes et que ça ne change pas grand-chose. À 2 ans, à 1 an, il y a une différence entre les patients qui présentent des troubles psychiatriques et ceux qui n'en présentent pas. Voilà, et puis il y a beaucoup d'effets indésirables. Rapidement, une chose qui est que plus la quantité d'alcool est importante avant traitement, plus les doses de baclofen sont importantes. Donc c'est un résultat statistique, c'est pas toujours vrai. Hein. Moi j'ai eu des patients très très gros buveurs qui ont été guéris avec 3 comprimés, mais statistiquement ça ressort comme une réalité.
Alors, les doses, donc ça, ce sont les doses de l'étude que j'ai publiée. Donc, elle est grossièrement gaussienne, hein, avec, je vais montrer quand même deux choses. En rouge, c'est l'AMM, donc on voit que dans l'immense majorité des cas, 85% des cas, il faut aller au-delà de l'AMM, de 75 mg. Et en vert, c'est l'étude Alpadir. Comme l'a dit Michel Reynaud tout à l'heure, il y a à peu près un tiers des patients qui vont échapper à l'étude Alpadir, c'est-à-dire que 180 mg, ça paraît un petit peu juste pour une étude qui a l'ambition de démontrer une efficacité du baclofène. Les effets indésirables très très nombreux. Bon, je vais pas revenir sur les effets indésirables, mais c'est juste pour dire que en suivant bien un traitement, quand on a un protocole d'augmentation progressive des doses et qu'on suit les patients de façon très très attentive, il y a quand même relativement peu d'effets indésirables, ou du moins ils sont parfaitement gérables, et surtout ils sont tous bénins, et jamais d'accident grave avec le baclofène. Alors, quelques études ont été faites dans le syndrome de sevrage, une étude d'Addolorato, une étude de Lyon, une étude de Stallings et Schrader. Bon, globalement, c'est pas des effets remarquables, mais simplement les doses utilisées ont généralement été trop basses à mon avis. Il y a eu d'autres études qui ont été faites avec le baclofène, sur lesquelles j'attire votre attention. Le sevrage aux opiacés, il y a quand même eu 62 patients inclus avec des effets positifs. Traitement de la dépendance à la cocaïne, avec 25 patients inclus à 60 mg et des effets aussi très positifs. Et une étude dans le sevrage au solvant, hein, c'était fait en Inde, hein, avec 50 mg de baclofène et aussi un effet très positif. Ce qui tendrait à démontrer que le baclofène doit pouvoir être utile dans d'autres pathologies que l'alcoolisme. Et en fait, on attend les essais. C'est vraiment lent à venir. Voilà. Pour terminer, je voudrais terminer sur la phase 4 sauvage dont parle Jean-Yves Naud dans son blog. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu très peu d'études vraiment bien faites. Enfin, Baclovil et Alpadir sont arrivés, mais vraiment très tard, hein, près 8 ans après la découverte d'Olivier Amezen, ce qui est quand même très tard. Par contre, il y a quelque chose que Jean-Yves Naud appelait les phases 4 sauvages, ce sont les témoignages extraordinairement nombreux de personnes qui ont été guéries par le baclofène sur Internet. Je pense que Sylvie Humbert vous parlera tout à l'heure de son étude, entre guillemets, où elle a demandé à des patients de témoigner, et en quelques jours, elle a eu 1000 témoignages, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc il y a là une autre façon d'aborder la question, dont je crois nos instances sanitaires ne peuvent pas ne pas tenir compte, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'une urgence sanitaire. Merci beaucoup.